Bonjour, moi je suis Mario Blaise, je suis psychiatre addictologue, chef de service de l'hôpital Marmottan et vice-président de la Fédération Addiction. Alors moi j'ai animé la dernière table ronde, est-ce que la France est prête pour une épidémie de surdose opiacée, voilà, où on en est de la préparation si cette vague arrivait en France. Et donc on avait des chercheurs, Marie-Geoffrey Rousteing qui parlait du projet fort qu'elle est en train de mettre en place là pour se préparer justement à tous les niveaux, au niveau recherche, au niveau veille. On avait la DGS, donc Sylvain Guéot de la DGS qui racontait où on en était, qui exposait où on était la feuille de route de surdose de la DGS. Et puis on avait des praticiens, enfin des cliniciens qui eux viennent du Carut d'Aulnay, donc Raoul et Yaël, qui parlaient en pratique de comment ça se déclinait et qu'est-ce qu'ils faisaient en pratique avec les usagers, avec l'entourage des usagers, avec les partenaires, et comment ils faisaient remonter les informations, ils s'en servaient. Alors on peut espérer déjà d'être un peu plus près, de renforcer les points forts qu'on a en France pour prévenir la surdose opiacée, et puis aussi développer tous ces points forts, faire en sorte qu'ils soient un peu plus sûrs, sécurisés, et puis ensuite essayer de faire en sorte que les points faibles qui ont pu être mis en avant, c'est-à-dire des fois les complications d'accès, les limites de la loi très prohibitives, des zones autour de la prescription de TSO ou des sulfates de morphine soit un peu levée et appuyée pour renforcer notre dispositif de soins qui a des avantages pour accueillir ça, mais voilà, qu'on puisse être encore un peu plus près et un peu plus fort par rapport à ça. Et si ça arrivait en France, voilà, qu'est-ce qu'on a préparé pour une épidémie de surdose, en tout cas des crises de surdose en France. Donc avec nous pour parler de tout ça, donc on a en visio Marie-Geoffrey Rousteing qui je crois est en Pologne, voilà, qui acquiesce et elle dira exactement ce qu'elle fait. Ensuite, bah oui, je suis curieux aussi, je suis curieux. Ensuite, donc Sylvain Guéot, donc de la DGS, le point de vue et de préparer la DGS. Et ensuite, nous avons des personnes de Carut d'Aulnay, voilà, Raoul et Yaël. Donc c'est vraiment une situation dramatique donc, qui touche aujourd'hui l'Amérique du Nord et qui suscite beaucoup d'inquiétudes en Europe et en France. Et alors pourquoi ces grosses inquiétudes? Parce que certains pays d'Europe, comme le Royaume-Uni par exemple, et des pays du Nord également de l'Europe, commencent à voir leur nombre d'overdoses augmenter et en lien également avec la présence du fentanyl. En Europe, il y a également une autre inquiétude, et là je parle avec ma casquette de membre du conseil scientifique donc de l'Agence européenne des drogues, puisque à l'Agence européenne des drogues, nous avons de plus en plus de signaux de la présence du fentanyl, et nous faisons une hypothèse que le fentanyl pourrait augmenter en Europe et en France ces prochains mois, en lien avec la moindre disponibilité de l'héroïne, puisque l'Afghanistan a considéré de baisser sa position héroïne en lien avec la présence des talibans. Même si certains pays, comme le Myanmar, ont repris une partie de cette position, on a une disponibilité beaucoup moins importante de l'héroïne en Europe aujourd'hui. Alors en France, comme je viens d'évoquer, et en Europe, on a une augmentation du fentanyl fabriqué illicitement et d'autres opioïdes synthétiques très puissants. Et une grande variabilité également de la quantité d'héroïne. Je pense que ça sera évoqué par d'autres intervenants ce matin, qui pourraient mettre à rude épreuve les systèmes de santé français et augmenter le nombre de décès par overdose. Alors en France, les premiers signaux ont émergé en 2017 par le réseau d'habilité Vigilance en lien avec le repérage de décès dus au fentanyl, tels que l'oxyntanil et le quatrantanyl. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, on a vraiment un succès vraiment très remarquable dans la lutte contre les troubles tels que les overdoses liées à l'utilisation des opioïdes,
grâce à un système de soins français qui permet une large utilisation de la méthadone, de la buprenorphine, contrairement à d'autres pays, en particulier aux États-Unis, où l'accès à la méthadone et à la buprenorphine est beaucoup plus bas qu'en France. La France se caractérise aujourd'hui par un des meilleurs taux d'accès au traitement de substitution aux opiacés. 85% des usagers qui se répandent le Cannabidiol ont accès à la méthadone ou à la buprenorphine. Et puis surtout, on a également d'autres mesures de réduction des risques, des overdoses et des hospitalisations aux opioïdes, a montré qu'entre 2004 et 2017, la France a observé une augmentation de 167% des hospitalisations liées aux opioïdes et de 146% des décès liés aux opioïdes. Rappelons qu'on a 500 morts environ par overdose en France actuellement, ce qui est à peu près 25 fois moins qu'aux États-Unis. On a quand même aujourd'hui un modèle français qui est fragilisé. Donc, les recherches qui sont menées par mon équipe, donc le Centre d'études de développement sociaux, en particulier l'enquête Coquelicot, mais également une enquête que nous avons menée pour Médecins du Monde, montrent que les personnes consommatrices de substances vont remonter aujourd'hui des expériences de stigmatisation de la part des professionnels de santé en France, en particulier des refus, comme je le disais, des délivrances de traitement de substitution, de prescription de traitement de substitution et de délivrance à la fois de traitement de substitution, également de délivrance de seringues. Donc, 20% des usagers de drogue interrogés dans le cadre de Coquelicot ont évoqué ces refus de prescription et de délivrance de traitement. Et on a également des professionnels de santé, de réduction des risques, du traitement des addictions, et également des médecins généralistes qui nous font remonter dans nos études des risques de désinformation vis-à-vis des traitements de substitution aux opiacés, qui sont aujourd'hui perçus par une partie des pharmaciens et des médecins insuffisamment formés à la réduction des risques, comme des traitements qui favoriseraient l'entretien de l'addiction. Donc en fait, on revient à des vieux débats qu'on a eu dans les années 80 au moment des gages et qu'on pensait oublier. Et en fait, ces deux éléments, refus de soins et désinformation, sont une menace potentielle vis-à-vis de notre système de soins et mettraient à mal le système français si le fentanyl arrivait en Suisse. Les recherches menées également par des équipes partenaires, comme de ce projet fort, comme l'équipe de Joël Micallef à Marseille, suggèrent que nous avons aujourd'hui des faibles taux d'accès à la naloxone et une faible adoption de stratégies de prévention des surdoses qui sont problématiques, alors que ces stratégies se sont avérées essentielles, d'insuffisance, mais quand même essentielles en Amérique du Nord. Nous formerons d'abord donc en consortium de parties prenantes, ce qui est en cours, et prenant des chercheurs nationaux et internationaux, des experts en santé publique, en addiction, des professionnels de réduction des risques et des personnes avec un savoir expérientiel qui consomment des substances actuellement, donc appelé ce consortium fort. Ensuite, nous exploiterons et compléterons les sources de données existantes afin de surveiller et d'analyser à la fois les risques et les forces du dispositif existant en France. Et nous développerons un ensemble de priorités, de prochaines étapes pour soutenir la préparation et la réponse de la France au fentanyl et aux autres opioïdes de type fentanyloïde. Merci Marie de présenter cette initiative dans laquelle on est impliqué, puis merci de nous avoir impliqués dedans également. Je pense que c'est une bonne chose là, que vous vous prépariez à une éventuelle crise. Si ça n'arrive pas, tant mieux, hein? Mais mieux vaut être préparé que pas. Parce que nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a tardé à se mettre en action. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est un basculement subit. L'arrivée du fentanyl, là, s'est fait subitement, du jour au lendemain, dans les sites de consommation supervisés de Montréal. Je vous dis, là, du jour au lendemain, on passait d'une intervention de surdose par mois à plus de 10 ou 15 par jour. Et c'est ça qui est arrivé, et là, ça continue. C'est comme ça que ça se perpétue. Et donc, on n'est pas à l'abri personne. Et qu'est-ce qui arrive dans tout ça, c'est que si on n'est pas préparé, ça met beaucoup de pression sur d'une part les équipes traitantes, mais aussi les équipes d'intervention de proximité. Et mieux vaut être préparé. Donc, le projet que tu as monté, Marie, va nous permettre pouvoir vous permettre de commencer à réfléchir. Puis bon, j'ai vu quand même, il y a beaucoup de pistes d'action qui ont été identifiées. Il y a beaucoup d'actions déjà en place en France. Donc, de capitaliser déjà sur qu'est-ce que vous avez
Je pense que c'est la meilleure. Ouais, je pense que c'est vraiment la stratégie à avoir, de capitaliser sur nos acquis. Puis parce que là, tu parlais de la fragilisation du modèle français, et je pense que le modèle français a montré ses preuves là, dans la crise actuelle. Donc, pourquoi pas Ouais. Tu veux parler, toi, Catherine? Non, OK. je plus soin. Parce que je voyais que tu acquiesçais beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais dire, finalement. Peut-être une petite. Est-ce que je peux. Vas-y. Un peu, Mario? Oui. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, en fait, l'idée de ce projet, c'est, comme je l'évoquais, donc, de ne pas céder à une panique morale sur ces questions-là, mais par contre, effectivement, moi j'ai beaucoup appris au contact de mes collègues québécois. Et voilà, enfin, j'ai vu ce que vient d'évoquer Guillaume. Et donc, on a effectivement un modèle qui est très performant aujourd'hui. Et donc, je pense que on a d'ailleurs, grâce au sulfate de morphine, un safe supply en France. Mais ce n'est pas suffisant, puisque l'expérience de stigmatisation dans les soins, dans l'accès au traitement, qui nous sont montés de plus en plus dans le cadre des recherches, vient vraiment fragiliser ce dispositif. Et il faut vraiment qu'on continue à documenter ces questions-là et effectivement travailler sur une préparation pour ne pas être dans une situation subie, comme tu disais. Et c'est à la fois en travaillant en France de manière collective, mais aussi en s'inspirant de ce qui a été mis en place au Québec, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on parle de manière très négative souvent des États-Unis, mais comme je l'évoquais, là, on commence à voir une diminution des overdoses aux États-Unis. Donc, ils ont mis en place aussi des programmes innovants. Voilà, c'est ce qui nous permettra d'être peut-être plus près en cas. Et même si ça n'arrivait pas, ce qu'on espère, l'ensemble des mesures auxquelles on aura pu penser et des dispositifs de renforcement ou de capitalisation seront par ailleurs utiles. Dans le cadre de ce projet, je voulais savoir s'il était question de rediscuter de la primo-prescription de l'Ometa en ville par les médecins généralistes. Parce que voilà, moi j'en entends parler depuis que je fais de la dicto. Il y a eu plein de messages contradictoires par rapport à ça, et au-delà de l'intérêt qu'il peut y avoir pour les usagers sur des zones géographiques compliquées d'accès compliquées pour aller à un TSAPA ou un service hospitalier. Il me semble que ça c'est aussi un moyen de déstigmatiser la prescription des MSO auprès des médecins généralistes de manière beaucoup plus large et de faciliter l'accès. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas qui a posé la question parce que je ne vois rien. Pardon, Élodie Lalleux, je suis médecin généraliste à Dicto à Toulouse. Merci. Justement, je me doutais un peu, et en fait, Julie, du coup, il est impliqué dans le projet. Alors, nous, sur la question de la prescription en ville, c'est des questions qui discutent au niveau de la DGS et au niveau de la NSM, donc on n'a pas de pouvoir direct sur cette question-là. Mais en tout cas, d'ores et déjà, il y a deux questions qui vont être explorées dans ce projet. La question de l'accès au sulfate de morphine comme traitement de substitution, et donc la question de la diffusion plus large des sulfates de morphine, parce que comme je l'ai évoqué, moi je fais l'hypothèse que l'une des raisons pour lesquelles on a peu d'overdoses en France, c'est aussi lié à ce safe supply qui est permis par les sulfates de morphine qui sont présents sur le marché non licite, on va dire, en France. Et sur la question des conditions de la prescription de méthadone et de l'accès au traitement de substitution, ça sera également travaillé dans le cadre des entretiens qualitatifs qui seront faits en lien aussi avec Julie, mais dans un cadre national sur les conditions de prescription, et on va mettre en place des collectes de données également au milieu rural. Donc oui, je suis Sylvain Guéot, je suis adjoint à la chef de bureau du Bureau de prévention des addictions à la Direction générale de la santé, et je vais vous faire un point sur l'action des pouvoirs publics dans cette anticipation à la crise, dans déjà ce qu'on a pu mettre en place à la publication de la feuille de route prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes. Donc son objectif général, c'était réduire le nombre de décès par surdose aux opioïdes, là encore licite et illicite,
avec 5 objectifs spécifiques, 18 actions. Je ne vais pas vous détailler toutes les actions, mais je vais revenir sur les objectifs spécifiques. Donc le premier, c'était améliorer les pratiques professionnelles en élaborant et diffusant des recommandations, notamment de la Haute Autorité de Santé, sur le bon usage des opioïdes antalgiques, ainsi qu'en renforçant l'accès au traitement de substitution aux opioïdes. Le deuxième, c'était assurer une diffusion large de la naloxone prête à l'emploi, en remboursant de nouvelles spécialités de naloxone et en les distribuant là où se trouvent les usagers, notamment les usagers les plus à risque de surdose, donc en CARUD, XAPA, en établissement pénitentiaire, etc. Le troisième, c'était impliquer les usagers et leur entourage en les informant sur les surdoses et l'utilisation de l'antidote, la naloxone. Le quatrième, et on l'a abordé tout à l'heure, c'était mettre en réseau l'ensemble des acteurs au niveau territorial afin notamment de diffuser la naloxone, mais pas que. Et puis, c'était aussi renforcer le système de vigilance, d'alerte et de réponse afin de détecter rapidement des nouveaux produits de synthèse et puis aussi les surdoses. Alors, les principales avancées sur cette feuille de route qui s'est établie entre 2019 et 2022, sur le point améliorer les pratiques professionnelles, c'est l'élaboration des recommandations HAS sur le bon usage d'antalgiques opioïdes qui a été publiée en mars 2022 et qui aide à prévenir l'entrée dans les conduites addictives des personnes traitées par antalgiques opioïdes. Alors c'est assez récent ces recommandations, on s'aperçoit aussi qu'elles ne sont pas tout à fait prises en compte, donc là il va falloir aussi, encore une fois, qu'on travaille sur les faire connaître et puis essayer d'intensifier ces recommandations. Deuxième mesure, c'était la validation d'une version française de l'échelle POMI qui permet de repérer et d'orienter les personnes susceptibles de présenter un trouble lié à l'usage d'opioïdes. Ça a été aussi le maintien d'une forte couverture au TSO. On peut toujours faire mieux, c'est vrai, mais on l'a quand même spécifié en France. L'accès au TSO par rapport à d'autres pays est encore un outil sur lequel on peut s'appuyer. Ça a été aussi un soutien financier des TSO à longue durée d'action pour un accès en XAPA, notamment le Buvidal. Et donc ça, c'est pour permettre d'accompagner vers les ressources spécialisées les personnes désireuses de réduire leurs pratiques à risque et ou arrêter. Donc on l'a dit aussi, pour la distribution de naloxone, c'est en sortie d'hospitalisation, en pharmacie d'officine, même si j'entends les difficultés, là encore une fois, de délivrance des TSO, mais aussi de délivrance de naloxone. Et puis c'est la distribution de naloxone en XAPA et en CARUD. Il y a eu un déploiement de formation aux gestes de premier secours et notamment un appui sur lequel on peut se faire, c'est le site naloxone.fr qui est mis à jour régulièrement par l'équipe de SAFE. Et ça, qui est un accès qui est à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public. Là aussi, il y a d'autres programmes qui font des vidéos. Les industries pharmaceutiques qui sont derrière la commercialisation de la naloxone font ses propres vidéos. Donc il y a quand même pas mal de ressources d'apprentissage d'informations pour ce qui est de la naloxone. Reste peut-être aussi là aussi à les faire connaître et à s'en emparer. Pour ce qui est de la naloxone, c'est pour nous d'engager un réflexe naloxone et donc éviter les surdoses mortelles. Et donc pour ça, comme vous avez vu pour la feuille de route opioïde, il y aura un besoin d'objectivation et pour que les pouvoirs publics s'emparent de crise, pas crise, mais en tout cas de ce phénomène. Alors, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais en tout cas, pour ce qui est de la veille et de l'addictovigilance, les acteurs, donc il y a le centre de crise sanitaire du ministère de la Santé qui a été mis en place. Donc après la Covid-19, on s'est réorganisé pour avoir cette nouvelle structure de centre de crise sanitaire, donc qui est assez récent puisque vous voyez, il a été mis en place en mars 2024. Et vraiment, ces missions, ça vise à anticiper, préparer et gérer les alertes et les crises, qu'elles soient sanitaires mais aussi sociales. C'est vraiment un large champ. Il y a les agences régionales de santé qui organisent la couverture territoriale de la veille avec le recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires. Et dans les acteurs, il y a aussi le rôle des agences sanitaires, notamment l'ANSM, mais pas que. Il y a aussi Santé publique France et l'ANSES qui ont, là aussi dans leur mission,
la surveillance et les alertes. Et puis, il y a le réseau d'addictovigilance avec la surveillance des cas d'abus et de dépendance liés à la prise de toute substance ayant un effet psychoactif, qu'elle soit médicamenteuse ou non, à l'exclusion de l'alcool et du tabac, c'est vrai, et ça peut poser problème parfois avec les polyconsommations. Donc ça, ce réseau, il y a 7 centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance, les fameux CEIPA. Il y a aussi comme acteur l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui contribue à la veille sanitaire grâce aux dispositifs Trend et Synthes. L'OFDT est le point focal de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues pour l'Early Warning System. Et l'OFDT met à disposition des informations et des états des lieux qui sont là aussi, qui aident à soutenir ou engager ou vérifier les politiques publiques mises en place. J'ai fait deux petits à côté pour vous montrer. Il y a 17 coordinations locales Synthes. Donc Synthes, c'est le système d'identification nationale des toxiques et des substances. C'est la surveillance de la composition des produits psychoactifs collectés auprès des usagers pour détecter la présence de substances nouvelles ou inattendues dans les produits circulants. Il y a aussi le côté veille numérique via les forums. Et puis, il y a 9 coordinations qui sont locales qui sont Trend Synthes. Et Trend, c'est pour le dispositif Tendance récente et Nouvelles drogues. Et donc, qui permettent l'identification et la description des phénomènes émergents et ou peu répandus d'usage des produits psychoactifs, effectivement, sauf tabac et alcool. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'émergence d'un signal inhabituel? Alors, c'est un signal qui serait lié à des cas humains, avec des conséquences inattendues, des effets graves comme les surdoses, des clusters, par exemple, ou lié à des produits, des substances qui sont en circulation, ou le mésusage de produits licites qui présentent un caractère atypique ou dangereux. Et le réseau Signal Drogue, qui est là pour ça, il se fait via les réseaux d'alerte locaux, régionaux, à la fois aussi national et international. Et donc le réseau national Signal Drogue est actuellement constitué donc, du ministère de la Santé, de l'ANSM, de l'ANSES, de l'OFDT, de la MIDECA et de Santé publique France. De temps à autre, les ARS interviennent aussi puisqu'elles vont faire des signalements et on peut les faire participer à des groupes qui sont en réaction à ces signaux. Et c'est là que je vais vous demander vraiment toute votre attention. Alors attention, justement. Donc, dans la remontée d'un signal, on a les quatre blocs que vous voyez, c'est les principaux émetteurs de signaux. Donc, il y a les usagers et les particuliers, les établissements de santé, qui peuvent être aussi la médecine d'urgence, la médecine de ville, et puis XAPA, CARUD, HSA, tous les dispositifs d'analyse de produits. Donc, ça fait pas mal d'acteurs qui peuvent remonter au CEIP. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils peuvent remonter aussi aux agences régionales de santé. Donc vous voyez, on commence à multiplier les flèches. Et puis parfois, ils remontent à la coordination locale Synthes, au niveau de l'OFDT. Donc il y a besoin, et c'est peut-être le message principal de mon intervention, il y a besoin véritablement d'une articulation et d'une collaboration, mais je vais même dire au niveau des émetteurs de la remontée du signal, pour que les informations nous parviennent à un moment ou à un autre dans la bonne forme et qu'il n'y ait pas de doublons ou de parasitage d'informations. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'après, on n'en reste pas là. Effectivement, les CEIP qui sont sous tutelle de l'ANSM remontent les signaux à l'ANSM. Les agences régionales de santé remontent les signaux au niveau du centre de crise sanitaire du ministère de la Santé. Et puis, effectivement, les coordinations locales Synthes remontent au niveau de l'OFDT. Donc là aussi, il faut que nous puissions nous accorder sur qu'est-ce que c'est que le signal que nous venons de recevoir, est-ce qu'il n'a pas déjà été transmis par un tiers, etc., etc. On pourrait s'arrêter là, ça serait simple. Sauf que, effectivement, dans la remontée des signaux, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait aussi d'autres intervenants que sont les CRPV, parce que parfois des produits licites peuvent être mésusés, et donc on tombe sur la pharmacovigilance et puis l'addictovigilance, centres régionaux de pharmacovigilance qui remontent aussi à l'ANSM. Et puis il y a aussi les centres antipoison.
forcément. Donc vous voyez, on commençait à multiplier un peu les acteurs. Les centres antipoison dépendent de l'ANSES, autre agence. C'est aussi pour ça qu'on a inclus l'ANSES dans les discussions du réseau Signal Drogue. Là encore une fois, on pourrait se dire, bon, on a connaissance de ça, oui, mais vous pouvez avoir d'autres directions ministérielles qui font des remontées directement auprès du ministère de la Santé, comme l'alimentation, la répression des fraudes. Et puis vous avez le contexte international, hein, on n'est pas tout seul au niveau de notre planète Terre, donc forcément il faut prendre en considération le niveau international, qu'il soit européen ou international d'ailleurs. Là, c'était aussi pour vous montrer que ce qui serait simple, en définitive par rapport à ça, c'est d'avoir ça, le portail des signalements. Oui. Mais ça, c'est le cas idéal. Effectivement, le portail des signalements existe, mais actuellement, en fait, il vient se rajouter à tout ce qu'on a vécu avant, c'est-à-dire toutes ces flèches. Donc, nous, l'optimisation, effectivement, c'est peut-être d'arriver à un moment ou à un autre par cette nouvelle procédure signal drogue, d'arriver à faire que tous les émetteurs passent par ce portail des signalements. Donc, voilà, c'était pour vous montrer un peu le champ des émetteurs et de ceux qui réceptionnent le signal. Et une fois qu'on l'a réceptionné, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est la gestion du signal. Donc l'investigation, elle est pilotée par les centres d'addictovigilance en partenariat avec l'ARS et la coordination locale Synthèse, ainsi que les agences sanitaires. Il y a une appréciation par le fameux réseau signal drogue, il y a une appréciation du niveau de risque qu'on va pouvoir donner à ce signal. Et puis après, il y a la déclinaison d'actions en fonction du niveau de risque. Donc ça peut être la diffusion d'une alerte avec des messages d'information validés et harmonisés, parce que ça aussi, en termes de stratégie de communication, s'il y a des messages qui viennent se parasiter, plus rien, ni personne ne comprend, c'est vraiment pas l'idéal, surtout en cas de crise. Donc cette diffusion peut être faite à un niveau local, régional ou national, en fonction du niveau de risque. Et elle peut être faite soit aux professionnels et aux associations en lien avec les consommateurs de drogue. Parfois, elle n'est faite que par un des médias, donc soit les professionnels, soit les associations, soit les deux. Il y a possiblement aussi une poursuite de l'analyse de produits. Et là, on revient au niveau des laboratoires de toxicologie pour faire des analyses plus poussées. Et puis, il peut y avoir, en définitive, si c'est une nouvelle substance, et ça on en passe par l'ANSM, l'inscription sur la liste des stupéfiants de la substance en cause. Là aussi, c'est un sujet parce qu'effectivement, on voit tous l'émergence de nouvelles substances tous les jours, et c'est un peu comme si on courait après un TGV pour inscrire. Donc les exemples de risques graves liés aux drogues, hein, c'est un changement dans le tableau clinique, des intoxications ou chroniques graves et des décès faisant l'objet d'une enquête médico-légale. Ça peut être des événements inhabituels et inattendus par rapport aux observations existantes, et ça généralement ce sont les usagers qui nous font la remontée. Ça peut être des clusters d'intoxication. Il y a 2 étés, il y a eu en Ile-de-France un cluster c'était de l'héroïne adultérée aux cannabinoïdes. Donc ces clusters d'intoxication impliquant des drogues, une nouvelle substance psychoactive ou autre. Ça peut être des événements mettant en cause des substances qui sont sous surveillance intensive, comme l'héroïne. Ça peut être aussi des événements, des situations qui sont susceptibles de se propager au-delà des frontières, d'où l'importance d'avoir cette nouvelle agence européenne des drogues. Et puis ça peut être aussi des événements importants liés à la santé lors de rassemblements de masse, les festivals ou les rave parties. Donc prévenir les vagues de surdose par la prévention des conduites addictives, pour nous c'est aussi important d'agir non pas seulement au niveau de la RDRD, mais au niveau de la prévention. On a un continuum au niveau du ministère de la Santé, prévention RDRD et prise en charge. Et donc pour la prévention des conduites addictives, on peut parler de prévention universelle. C'est vrai qu'on a développé une stratégie multisectorielle d'acquisition des compétences psychosociales, les fameuses CPS, donc qui peuvent agir pas que sur les conduites addictives, mais aussi. Il y a aussi une débanalisation de certaines consommations, donc là aussi, hein, l'information qu'on peut en délivrer. Et puis la prévention, entre guillemets, plus spécifique,
C'est l'intervention de la réduction des risques et des dommages, et en particulier l'information qui peut être donnée sur les risques liés aux produits, au mode de consommation et aux possibles interactions entre produits et traitements. C'est l'information et l'information aux gestes de premier secours, avec là aussi de soutien des pères aidants. On en a largement discuté de la paire aidance. L'accès au matériel et outils de réduction des risques, dont la naloxone. Ça aussi, il faut qu'on travaille pour que cet accès soit facilité. Je ne reviens pas sur le bénéfice de l'analyse de produits en tant qu'outil de réduction des risques et des dommages. Et puis, il y a les fameux soins, halte soins addiction, les anciennes salles de consommation à moindre risque. Tout ça participe effectivement à, en tout cas, si ce n'est anticiper, au moins pouvoir gérer une crise, quelle qu'elle soit. Merci Sylvain. Ouais, moi je voulais juste, sur la question, parce que ça a été évoqué et par Marie, enfin principalement d'ailleurs par Marie, la question du sucrète de morphine. Parce que moi ça me paraît quand même pas très robuste ce qu'il y a à notre disposition en termes de réglementation. Et on peut revenir d'ailleurs, je ferai le point avec le point précédent, c'est qu'un certain nombre de médecins qui sont aussi réticents du fait de cette manque d'indication. Alors je sais que parfois on se plaint d'avoir une AMM trop robuste, trop contraignante, trop enfermante et donc du coup parfois contre-productif avec des questions d'adaptation, de posologie, etc. Et là sur le sulfate de morphine, en fait la question c'est est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'une circulaire qui date de très longtemps et qui nous permettrait aussi d'adapter nos pratiques en sachant que ça nécessite des protocoles supplémentaires et notamment l'accompagnement à l'injection, enfin des choses dont on dispose déjà, pas forcément plus robustes, mais en tout cas dont on dispose déjà. Alors, je ne pourrais pas vous donner une réponse ce matin, mais c'est comme pour la primo-prescription. Hein. Je sais que l'ANSM, puisque là pour le coup c'est l'ANSM qui va impulser, que ce soit pour le sulfate de morphine, c'est-à-dire vraiment l'intégrer et qu'on ne soit pas hors AMM, ou que ce soit sur la primo-prescription en ville, c'est des changements d'AMM ou des changements de conditions de prescription et de délivrance qui sont à la main de l'ANSM. Il se trouve que, comme d'autres, certains sont d'ailleurs présents dans la salle, mais sont pas à la salle, un membre de la commission stipéciale psychotrope de la NSM. Et donc, on a eu un sous-groupe de travail et on avait émis des recommandations visant à améliorer l'accès au sulfate de morphine. Donc, j'espère que ça reste à un moment donné effectivement ce qu'IBDC. Moi, pour discuter et échanger beaucoup avec les collèges à l'international, je pense vraiment que sécuriser l'accès au sulfate de morphine et l'améliorer dans un cadre en tout cas plus sécurisé que l'accès via le biais du marché noir est vraiment un outil extrêmement intéressant pour en cas de survenue d'une crise des opioïdes en France. C'est vraiment un outil qu'il faudrait remettre sur le devant du débat public. Parce qu'on dit toujours qu'on a un très bon accès effectivement au traitement de substitution en France, c'est vrai, mais pas à l'ensemble des traitements. Et on n'a pas de programme d'héroïne, donc, comme c'est le cas par exemple à Genève. Et donc voilà, il faut vraiment retravailler sur l'accès au sulfate. Précise. Bonjour à tous, Yann Darleux, chef de service du Carreau d'Aurore 93. Un établissement qui se situe sur les communes d'Aulnay-sous-Bois, à proximité de Sevran et de Gisbante. Je pense qu'on a été invité aujourd'hui pour notre expertise, entre autres. Un établissement où on a 6 points de revente de cocaïne et d'héroïne et des usagers de drogue, consommateurs essentiellement de speedball pour enfants injectables. Ce qui veut dire que des overdoses, on en a connu quelques-unes, on en connaît encore. L'équipe est formée et intervient auprès d'une personne qui présente des signes d'overdose toutes les 6 semaines environ. Voilà. On a eu à connaître la crise, puisque c'est une crise qui a été présentée comme ça, des cannabinoïdes de synthèse. Voilà. Et surtout, je vais laisser Raoul parler pour ce que l'équipe a mis en place de manière pragmatique au quotidien, mais qui peut aussi nous servir pour anticiper ce qui pourrait arriver. Je voudrais aussi rappeler que malheureusement, pour mieux accompagner les personnes consommatrices de drogue,
pour éviter les overdoses, il faudrait peut-être aussi on pense à mieux les loger, à mieux les nourrir, mieux les accepter dans leur globalité, parce qu'on sait que quand ils sont logés, nourris, qu'ils prennent du bon temps, qu'ils prennent du plaisir autrement qu'en prenant des drogues, ça évite aussi certaines overdoses. Donc nous, on est quand même sur une posture de prise en charge où dès qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, enfin qui ne fait pas partie de notre file active, qui soit consommateur d'opiacés ou pas, on va systématiquement proposer de la délivrance de naloxone. C'est-à-dire que même quand quelqu'un arrive et nous dit moi je fume du crack, je consomme des catinones, etc., on sait que cette personne va côtoyer des usagers d'opiacés de par le territoire d'intervention sur lequel on intervient. On sait que cette personne va être amenée à côtoyer des opiacés, des consommateurs d'opiacés, et pourquoi pas de manière expérimentale aussi de temps en temps, de par cet entourage-là à en consommer. Donc de manière systématique et le plus massif possible, on s'efforce de la délivrer. Donc c'est pas du tout pour frimer, mais en 2023 on a donné quasiment 500 clics pour 499. On a un petit peu moins cette année, mais c'est vrai, le fait d'avoir distribué beaucoup de kits a eu plusieurs retombées très pragmatiques, en fait très concrètes, dans le sens où avant, quand on avait à disposition le NASQ, on avait un petit peu moins de kits, je crois que c'était pour des questions de prix, etc. Du coup, c'était plutôt l'équipe qui en fait se réappropriait l'outil et qui intervenait sur les surdoses quand les usagers du secteur nous sollicitaient. Nous, ce qu'on a vu avec l'arrivée du Prénoxane et du coup la possibilité et le réflexe de distribuer massivement, c'est quand on intervenait sur une OD, en fait, généralement, il y avait déjà eu un kit, voire 2 kits de naloxone qui avaient déjà été administrés par les usagers eux-mêmes. Alors les personnes venaient nous chercher pour qu'on puisse appeler les secours, prendre les constantes, prendre un petit peu le relais. Mais notre action était d'autant plus efficace et prenait d'autant plus sens que les usagers eux-mêmes en fait s'étaient déjà approprié l'outil et qu'on avait en plus nous-mêmes même pas forcément besoin d'administrer le Prénoxane. Donc ça c'était la première retombée qui nous a vraiment marqué. Et deuxième retombée, on a pu identifier des usagers de la structure, que ce soit sur les sites de consommation sur la scène ouverte, sur les communes alentours, ou parfois sur des lieux d'hébergement, etc. Se réapproprier cette question de sauver des vies. Et on côtoie des usagers qui ont sauvé 10-15 personnes et qui sont vraiment identifiés par les autres usagers du Carude comme des personnes ressources, dans le sens où qu'on soit ouvert ou pas. Parfois, les personnes vont venir nous solliciter nous, mais parfois les personnes vont venir solliciter directement un usager auquel je pense. Et ça fluidifie et ça facilite le fait de sauver des vies plus facilement. C'est sur la collecte d'informations en général. Donc pour nous, la veille et la prévention sur les surdoses, ça passe aussi par la bonne connaissance des produits qui circulent sur notre territoire au quotidien. Donc évidemment, il y a les personnes qu'on suit au Carude ou qui juste nous fréquentent de temps en temps pour tel ou tel besoin, vont nous rapporter des infos qui sont parfois problématiques sur des consommations qui ont été parfois positives et parfois plus compliquées à gérer. Du coup, systématiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recenser un maximum de témoignages sur, par exemple, ça peut être les horaires d'ouverture des plantes qui sont en train de changer, on trouve ça bizarre. Un produit qui change d'aspect, ça va peut-être pas forcément dire grand-chose, mais ça interpelle les personnes qui viennent dans notre structure et du coup on va se le noter. Et on va souvent croiser tout ce qu'on a noté avec des analyses de prod effectuées par ATP pour avoir une meilleure vision au jour le jour du coup de ce qui, comme je disais, ce qui circule sur le territoire et du coup pouvoir adapter nos messages de réduction des risques au quotidien. Et évidemment des effets sur le long terme à échelle individuelle dans la prise en charge des personnes, encore une fois, c'est que du coup, il y a des personnes qui ont pris le réflexe, notamment des personnes qui ont été exposées à plusieurs intoxications en cannabinoïdes de synthèse. Je pense à une personne sur laquelle mes collègues du fond de la salle étaient intervenus plusieurs fois sur une période de quelques mois pour des intoxications sur de l'héroïne frelatée aux cannabinoïdes. C'est après cet épisode-là, et le fait que systématiquement on prenne le temps de dire ok, est-ce que tu as besoin de me dire quelque chose, qu'est-ce que tu veux me donner comme infos, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi je ne connais pas, mais toi tu as des infos qui sont utiles à tout le monde. Cette personne elle a pris l'habitude de revenir, faire analyser des prods, parfois sur de la coke, parfois sur l'héro, c'est plutôt les produits qu'on côtoie, mais ça donne aussi, ça ouvre un peu le champ des possibles dans l'accompagnement.
Nous, ce qu'on observe de manière pratico-pratique sur le terrain, c'est que toujours, ça nous permet de... C'est un outil en plus pour prendre le temps de questionner les personnes, parce que avoir le résultat, c'est bien, et évidemment, c'est super que ATP augmente ses chiffres, que l'analyse à distance puisse aussi voir le jour pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'échanger avec des éducs ou des personnels de Carule, etc. Mais par contre, une fois que les personnes sont là, parce il y a des personnes qui viennent et qui nous sollicitent pour ça, bah, du coup, on peut évaluer certains risques. Parce que quand quelqu'un vient nous dire, cette coke, elle est pas bonne parce que j'ai pas ressenti les effets que je recherchais, bah, ok, super, quels effets, etc. Je discute un petit peu et tu te rends compte que les effets que la personne recherchait, bah, nous, on va assimiler ça par exemple à des signes de début de surdosage. Les oreilles qui sifflent ou d'autres petits signes qui pourraient nous alerter. Mais tout ça, l'idée, c'est pas de s'alerter forcément. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec les personnes pour dire, bah, toi, individuellement à ton échelle, comment est-ce que tu vas faire pour réduire les risques de surdose et prendre en compte tout ce qui est derrière ces consommations. Et sinon, pour finir, pour nous, la lutte contre les surdoses est vraiment le fait de se projeter dans des vagues de surdose, que ce soit opioïdes, stimulants, etc., comme tout ce qui a été discuté sur ces 2 jours, bah, ça passe avant tout par l'entourage, par les personnes concernées, par l'entourage de ces personnes, par leur famille, en plus des partenaires du médico-social, etc. Donc nous, pour toucher un maximum de monde, qu'est-ce qu'on fait? Même si évidemment c'est jamais assez et c'est jamais suffisant, on organise des journées thématiques à notre échelle sur notre structure. Par exemple, une journée du 31 août, on va faire des ateliers, on va inviter des collègues peut-être qui sont éduques dans un commissariat, qui ne sont pas forcément directement en lien avec, dans une optique de RDR ou d'addicto en contact avec des usagers de drogue. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions et des outils, donc qui ont déjà été évoqués tout à l'heure sur certains départements pilotes, sur l'analoxone, etc. Mais trouver des outils pour diffuser des messages de réduction des risques et diffuser l'analoxone au plus grand nombre, là on est accessible. Voilà, je vais peut-être laisser, s'il y a des questions, si Yael, tu veux compléter. C'était pas mal d'infos en vrac, je suis désolé, c'était pas très structuré, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Parce que là, j'aurais très envie de parler de l'accompagnement et de l'éducation en risque à l'injection, j'aurais envie de parler de plein d'autres choses qui sont super utiles, mais j'ai pas le temps. Merci beaucoup.